Bonjour à tous. Alors, cette vidéo a pour but de vous présenter la correction du premier contrôle de l'année. Je vais donc corriger les exercices dans l'ordre, du début à la fin, et je vais aussi faire les questions dans l'ordre évidemment, ce qui vous permet du coup soit de regarder toute la correction en entier, du début à la fin, soit d'aller directement aux exercices que vous avez besoin de corriger ou aux questions que vous avez besoin de corriger par rapport à ce que vous avez fait au contrôle. Il faut bien garder pendant la correction, ce serait bien d'avoir votre copie sous les yeux pour voir ce que vous avez fait, et puis ce serait bien de noter la correction au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir pour prendre le temps de noter la correction sur votre copie pour l'avoir toujours avec vous. Dernière chose, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas après la vidéo, n'hésitez pas à venir me voir en cours, on pourra en parler, ou bien mettez directement votre question en commentaire et j'y répondrai. Voilà, donc là c'était la première page de présentation du contrôle. Lisez attentivement les consignes et il fallait faire attention à la rédaction. Donc on va passer au premier exercice, et dans ce premier exercice on avait plusieurs affirmations. Il fallait dire si elles étaient vraies ou fausses, et évidemment il fallait justifier la réponse. On vous dit à l'aide d'un calcul si nécessaire, ce qui signifie qu'il n'était pas toujours nécessaire de faire un calcul pour justifier. Première affirmation, on nous dit que -5 appartient à grand N. Déjà, on se rappelle que ce symbole-là, c'est le symbole appartenir. Et grand N, il faut savoir que c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc, du coup, sur la copie, donc là, quand j'écris en bleu, ça correspond à ce que vous devriez écrire sur votre copie. Donc, une possibilité de rédaction, c'était par exemple de dire que grand N est l'ensemble des entiers naturels. Voilà, alors c'est pas facile d'écrire, je vais essayer d'écrire le mieux possible, mais de toute façon je dis ce que j'écris, hein, donc écoutez bien. Donc grand N est l'ensemble des entiers naturels. Alors dire ça c'est bien, on connaît la définition de grand N, mais il faudra peut-être préciser ce que ce sont que les entiers naturels. Autrement dit, les entiers qui sont positifs ou nuls. Positifs ou nuls. Bon, ce qu'on constate avec -5, c'est que -5 est plus petit que 0, hein, -5 est négatif, donc -5 n'appartient pas à grand N. L'affirmation est fausse. Voilà ce qu'on attendait de vous, hein, comme type de raisonnement, c'est-à-dire que on attendait que vous écriviez la définition, que vous montriez en tout cas que vous connaissiez votre définition du cours, pour justifier. Donc il faut absolument apprendre son cours par cœur pour connaître ses définitions. Question 2, le nombre 12 est pair. Bon. Ici, je vais vous rappeler en vert. Donc ce que j'écris en vert, il ne faut pas le noter sur votre copie. C'est juste des petits rappels de cours. Voilà, vous pouvez le noter, mais c'était pas demandé. On rappelle qu'un entier relatif est pair. Donc un entier relatif que je vais appeler petit n est pair lorsqu'il existe un entier relatif k tel que n égale 2 fois k. Donc si on arrive à écrire n comme le produit de 2 fois quelque chose, alors ça montre bien que c'est un nombre pair. Alors évidemment, il y a d'autres définitions que vous avez apprises. N est pair lorsqu'il est un multiple de 2, lorsqu'il est divisible par 2, et une propriété, c'est de dire que n est pair lorsqu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'utiliser la définition du cours. Donc en gros, c'est de réussir à écrire le nombre 12 comme étant égal à 2 fois quelque chose, d'après cette définition-là. Alors ici, c'est pas bien compliqué, on sait que 12, c'est 2 fois 6, donc c'est terminé. 12 est un nombre pair. Il n'y avait rien de plus à dire que ça, l'affirmation est vraie. Donc à l'aide de ce petit calcul, on montre qu'on connaît son cours, on connaît la définition du cours.
Bien, on passe à la question suivante. Le nombre moins 11 est impair. Alors cette fois-ci, un entier relatif n, donc je détaille moins la rédaction là, mais n appartient à z, est impair lorsqu'il existe un entier relatif k appartenant à z tel que n est égal, cette fois-ci donc, si on écrit 2k c'est un entier pair, et donc si je lui ajoute 1, c'est un nombre impair. Donc c'est ça qu'on veut voir apparaître pour le nombre moins 11. Donc dans la question 3, il suffisait d'écrire moins 11 égale, et égale quoi? 2 fois quelque chose plus 1. Alors déjà, il faut faire attention, hein. Si je veux écrire moins 11 égale quelque chose plus 1. Moins 11, c'est moins 12 plus 1. Il ne faut pas faire dans l'autre sens, hein. C'est pas moins 10 plus 1, c'est bien moins 12 plus 1. Il faut bien le faire dans ce sens-là. Et moins 12, maintenant on sait l'écrire comme étant égal à 2 fois quelque chose plus 1. Moins 12, c'est 2 fois moins 6 plus 1. Donc j'ai bien écrit moins 11 comme étant égal à 2 fois k plus 1, et ici ce qui joue le rôle de k, c'est moins 6. Donc là ça marche, moins 11 est impair. Donc l'affirmation est vraie. Parce qu'on a tout simplement fait apparaître la définition d'un nombre impair. D'accord? 2 fois quelque chose plus 1. On passe à la question suivante. Question 4. 13 sur 10 appartient à D. Là encore, c'est la définition du cours qui vous permet de résoudre ce problème. 13 sur 10 est écrit sous une forme particulière. Il est écrit sous la forme d'un entier A divisé par une puissance de 10. Donc A est égal à 13. Et ici, 10, c'est 10 puissance 1. Donc n égale à 1. Ça, ce truc-là, c'est la définition d'un nombre décimal qu'il faut être capable de reconnaître. D'accord? Donc il faut apprendre par cœur cette définition-là pour être capable de la reconnaître. Du coup, on reconnaît la forme d'un nombre décimal, donc il n'y a rien de plus à dire, c'est bon. Donc 13 sur 10. Puisque la définition est respectée, on en déduit que 13 sur 10 appartient à D. L'affirmation est vraie. L'affirmation est vraie. Alors le petit piège, c'était de dire, bon bah ok, 13 sur 10, c'est égal à 1,3, donc c'est un nombre décimal. Ah oui, mais la question c'est pourquoi est-ce que ça, c'est un nombre décimal? Donc une réponse qu'on a au collège, c'est de dire, ah bah il y a un nombre fini de chiffres après la virgule, donc c'est un nombre décimal. Sauf que cette définition-là ne nous convient plus au lycée, elle n'est pas assez précise. Donc la définition au lycée, hein, c'est que un nombre, je sais pas, un nombre grand N appartient à D, un nombre grand N est un nombre décimal, lorsque je peux écrire grand N égale A divisé par 10 puissance N. Voilà. Avec A qui appartient à Z et N qui appartient à grand N. Voilà, c'est ça la définition qu'on voit apparaître au lycée, et c'est ça qui nous intéresse. Donc il faut bien faire attention. Si vous me dites 1,3 c'est un nombre décimal, la question que je vous poser c'est pourquoi 1,3 est un nombre décimal. Donc on répond à cette question-là grâce à ça. Donc il faut apprendre là aussi son cours pour être capable de repérer cette forme-là. Question suivante. 19 sur 9 appartient à 2 tiers. Alors, ici, une possibilité, c'était simplement de faire le calcul 19 sur 9. On prend la calculatrice. On regarde, ok. 19 divisé par 9. Et la calculatrice me répond 2,1.
Ok, donc c'est à peu près 2,1. Très bien. Bon ben, le nombre 2,1 est bien compris entre 2 et 3. Donc, d'après le cours, 19 sur 9 appartient à l'intervalle 2,3. Sauf que, ici, là, ce sont des inégalités strictes. Donc, si j'applique le cours, j'ai les crochets qui sont ouverts. Alors que ici, j'ai les crochets fermés. Mais on sait, d'après le cours toujours, que les crochets ouverts ou fermés, c'est juste pour dire est-ce qu'on tolère la réponse 2, est-ce qu'on tolère la réponse 3. Ici, on s'en moque, puisque 19 sur 9 est strictement plus grand que 2 et strictement plus petit que 3. Donc, s'il appartient à tout l'ensemble des nombres entre 2 et 3, en excluant 2 et 3, il appartient aussi à cet ensemble-là. Donc, dans ce sens-là, si je suis l'enchaînement logique qui va comme ça, il n'y a pas de problème pour dire que 19 sur 9 appartient bien à l'intervalle de 3. Hein, en gros, ici, on dit que 19 sur 9 est compris entre 2 et 3 en incluant 2 et 3. Et là, on dit que 19 sur 9 est compris entre 2 et 3 en excluant 2 et 3. Bon, les deux phrases sont vraies. Donc si cette phrase est vraie, celle-ci est vraie aussi, car 19 sur 9 est strictement compris entre 2 et 3. Donc il n'y a aucun souci pour cet exemple-là d'écrire les deux phrases. Hop. Du coup, ici, l'affirmation est vraie. Alors là, c'était pratique parce qu'on pouvait faire le calcul, donc il n'y avait pas de problème. Alors, je vous montre quand même une deuxième méthode qui marche même si on n'a pas la calculatrice. Cette deuxième méthode, elle dit la chose suivante, c'est que je veux comparer finalement 19 sur 9 à 2 et 3. Pour comparer des nombres lorsqu'il y a des fractions, il faut réduire toutes les fractions au même dénominateur. Donc en fait, l'autre méthode, c'était de dire, le nombre 2, si je veux le mettre sur 9, ça correspond à quoi? Bon, on sait que 2, c'est 18 sur 9. Le nombre 3, on sait que c'est 27 sur 9. Parce que 3, c'est 27 divisé par 9. Bon, du coup, puisque le nombre 18 est plus petit que le nombre 19, qui est lui-même plus petit que le nombre 27, alors vous savez que si vous comparez les fractions qui ont le même dénominateur, il suffit de comparer les numérateurs entre eux. Donc, même dénominateur, 18 sur 9, je compare les numérateurs, 19 sur 9, 27 sur 9. Voilà. 18 sur 9, qu'est-ce que c'est? C'est 2. 19 sur 9, c'est le nombre qui nous intéresse. 27 sur 9, c'est 3. Et on retombe bien exactement sur la même inégalité. Vous allez me dire, là c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long. Oui, certes, parce que ici, on peut utiliser la calculatrice, on obtient directement le résultat. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle marche dans tous les cas, y compris dans les cas plus compliqués. Alors que cette méthode-là, si au lieu d'avoir un 19 sur 9, si j'ai une variable, si j'ai un n divisé par 9, du coup la calculatrice ne peut plus nous aider. Alors que là, la calculatrice, même sans calculatrice, on peut résoudre le problème. Donc, évidemment ici, vous aviez le droit à la calculatrice, le 19 sur 9, on peut trouver une valeur approchée assez rapidement. Donc ce que j'écris en bleu, c'était évidemment la méthode attendue qui était la plus simple. Mais celle-ci est juste, et ça peut être intéressant de l'avoir en tête. Pour comparer des fractions qui ont le même dénominateur, il suffit de comparer les numérateurs entre eux. Voyons la question 6. L'inégalité 4 plus petit que x inférieur ou égal à 10 est équivalente à x appartient à 10. Alors, ici, on voit que le nombre x est compris entre 4 et 10, donc qu'il appartient à un intervalle 4-10. Donc, est compris entre 4 et 10. Mais, pour savoir quel est le type de l'intervalle qui m'intéresse,
il faut savoir si on autorise que x soit égal à 4 et que x soit égal à 10. C'est-à-dire que si je vous dis donnez-moi un nombre x qui vérifie cette inégalité-là, est-ce que vous avez le droit de choisir x égale 4? Est-ce que vous avez le droit de choisir x égale 10? Alors la réponse est non pour 4, car x doit être strictement supérieur à 4. La réponse est oui pour 10, car x peut être inférieur ou égal, hein, le trait qui est là c'est le ou égal, à 10. Donc x est compris entre 4 et 10. On doit avoir x supérieur ou égal, x, justement, je disais strictement supérieur à 4, donc x strictement supérieur à 4, et x inférieur ou égal à 10. Et le problème de cet intervalle ici, c'est qu'on a bien l'intervalle de nombre entre 4 et 10, mais comme les crochets sont fermés des deux côtés, ça veut dire qu'on autorise x d'être égal à 10, mais on l'autorise aussi à être égal à 4. Et ça, ce n'est pas possible, puisqu'on vient de dire ici que x doit être strictement supérieur à 4. Donc l'inégalité ici qui est là, donc l'inégalité qui est ici, est équivalente à x appartient à l'intervalle donc 4, 10. Le crochet est fermé en 10 car on autorise x à être égal à 10, mais par contre il est ouvert en 4. Donc ici l'affirmation est fausse. Il y avait juste un problème au niveau de ce crochet-là. Alors une autre façon de corriger cette phrase, c'était de garder ici le crochet fermé, mais par contre de mettre ici, changer un symbole et mettre le symbole inférieur ou égal. Voilà, on passe à la question 7, qui était la dernière question de l'exercice 1. Si x inférieur ou égal à 2, alors x appartient à cet intervalle-là. Alors là, l'affirmation est vraie, puisque on a quelque chose du type si alors, donc je suppose que ça est vrai. Donc, lorsque x est inférieur ou égal à 2, alors, moins 2, pardon, donc lorsqu'on a cette signification, lorsqu'on a cette écriture mathématique, en français, on dit que x est inférieur ou égal à 2. Donc, à moins 2, pardon. Donc, x appartient à l'ensemble des nombres plus petits que 2. Donc x appartient à l'ensemble des nombres, qui sont ces nombres-là, ils sont inférieurs ou égaux à 2. Ah, moins 2, ah, j'ai du mal. Donc, lorsque x est inférieur ou égal à moins 2, x est inférieur ou égal à moins 2. Ah, donc ça c'est, lorsque j'écris cette phrase mathématique, ça se traduit en français par inférieur ou égal à moins 2. Donc x appartient à l'ensemble des nombres, à l'ensemble de tous les nombres qui sont inférieurs ou égal à moins 2. Et cet ensemble-là, c'est justement l'ensemble que l'on note à l'aide de l'intervalle moins l'infini, moins 2. Et c'est terminé, l'affirmation est vraie. Voilà. Et c'est donc terminé pour cet exercice 1. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière s'il y a une des 7 affirmations qui vous a posé problème. Et mettez vos questions en commentaire ou venez me les poser directement en classe. On va pouvoir passer maintenant à l'exercice 2. Alors dans l'exercice 2, on avait une droite numérique. On a l'origine de la droite, 0. On a une unité, 1, donc 0, 1 nous donne la graduation, l'unité. On voit que la droite numérique se lit de gauche à droite, puisque le 1 est à droite du 0. Les nombres positifs seront donc à droite, les nombres négatifs à gauche.
la flèche qui est ici nous rappelle le sens de cette droite numérique, on pourrait ne pas la mettre, puisque l'indication du 0 et du 1 est suffisante pour connaître l'orientation de la droite numérique. On a quelques points qui sont placés sur cette droite numérique, et la première question est justement d'établir l'abscisse de ces points. Pour trouver l'abscisse de ces points, il faut savoir à quel nombre correspond la graduation placée sous les points. Pour ça, on sait que les grandes graduations valent 1, et on a des petites graduations, on a des subdivisions, et en fait, on va tout de suite indiquer la valeur de cette subdivision. Ici, on voit qu'on a divisé en 5 parties égales l'unité, donc ça veut dire qu'une petite graduation correspond à 1/5 de l'unité. J'ai déplacé l'image, je vais essayer de pas trop la déplacer, voilà. Donc une petite graduation correspond à 1/5 de l'unité. Donc à partir de là, il suffit de compter en 5e d'unité pour connaître les résultats qui nous intéressent. Alors par exemple le point A. Le point A, donc je pars toujours de 0. Le point A est à gauche du 0, donc déjà je sais que son abscisse va être négative. Et ensuite je compte combien de 5e d'unité j'ai. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cinquièmes. Donc le point A a pour abscisse moins 10 sur 5. Mais attention, on nous dit qu'il faut écrire les abscisses sous forme d'une fraction irréductible. Donc si je veux écrire des abscisses sous forme d'une fraction irréductible, je dois donc simplifier le résultat que j'ai obtenu, et ici on constate que ce nombre-là peut se simplifier par 5. Puisque moins 10 c'est 2 fois 5, moins 2 fois 5, et 5 c'est 1 fois 5. Donc une fraction simplifiée c'est moins 2 sur 1. Mais qu'on peut écrire de façon encore plus simplifiée, moins 2. Voilà, et donc moins 2, c'est un nombre relatif, un anti-relatif qui est bien une fraction simplifiée de moins 10 sur 5. Alors évidemment, on aurait pu trouver ça plus rapidement en prenant les grandes graduations. Ici j'ai 0, ici j'ai 1, ici j'ai 2, et comme on est à gauche du 0, ce sont des abscisses négatives, donc moins 1, moins 2. On obtenait directement ce qu'on voulait. Pour le point B, justement, j'ai une grande graduation ici, une deuxième grande graduation là, et une troisième ici. Donc l'abscisse du point B, c'est directement 3. D'accord ? Et c'est un nombre positif puisque je suis à droite du 0. Alors si je compte les graduations, donc ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 graduations. J'ai 15 cinquièmes, et 15 cinquièmes, ça correspond bien à 3. Le point C est ici, je compte 1, 2 petites graduations, donc 2 cinquièmes. Le point D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc 12 cinquièmes, et comme je suis à gauche du 0, ça me donne moins 12 cinquièmes. Et enfin le point E, ici 1, 2, 3, 4 cinquièmes, et même chose, puisque je suis à gauche du 0, c'est moins 4 cinquièmes. D'accord ? Donc si on note les abscisses en dessous des points, ici on a moins 12 sur 5, ici on a moins 10 sur 5, mais qui fait moins 2, ici on a moins 4 sur 5, et enfin ici on a 3 qui est égal à 15 sur 5, et j'ai oublié celui-ci, qui est égal à 2 sur 5. Ici, la question 2, c'était dans l'autre sens. Je connais les abscisses des points, et je cherche à les placer. Alors, je vais mettre une autre couleur, voilà. Donc xf égale moins 3, donc l'abscisse de f est égale à moins 3. Comme moins 3 est négatif, je dois partir du 0 et je vais aller vers la gauche. Donc je compte 1, 2, 3. Moins 3, c'est le nombre qui est ici. Et donc le point F, qui est repéré par ce nombre, est positionné au niveau de la droite, ici.
xg est égal à 7 sur 5. Donc l'abscisse de g, c'est 7 cinquièmes. Je sais ce que c'est que 1 cinquième. Je veux 7 cinquièmes, donc 7 fois 1 cinquième. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me voilà ici, au niveau du 7 cinquième. Et le point qui est repéré par cette abscisse-là se note G. Et enfin H, c'est 2,4. Ah, là on est embêté puisque c'est ni un nombre entier, ni un nombre écrit sous forme d'une fraction avec un 5 au dénominateur. Alors 2,4, on se doute bien que ça va être entre 2 et 3. Bon, alors il n'y avait pas de justification demandée, hein, on nous disait simplement de placer les points F, G et H. Il se trouve que le point H est ici, on va expliquer pourquoi. Donc il n'y avait pas besoin d'expliquer au niveau du contrôle, mais moi je vais quand même vous l'expliquer pour que ce soit bien clair. En fait, 2,4, on sait que c'est égal à 24 sur 10. C'est un nombre décimal, c'est le nombre 24 divisé par 10. Et ici on remarque que les deux nombres ici sont pairs. Donc on peut simplifier notre fraction en écrivant que 24 c'est 12 fois 2, que 10 c'est 5 fois 2, et donc on constate qu'on peut simplifier par 2 sur 2, qui donne 12 cinquièmes. Si je compte à partir du 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on arrive bien ici à 2,4. Voilà, c'est la fin de cet exercice-là. Il fallait donc juste faire attention à cet exercice, à comment était divisée l'unité. Ici, l'unité était divisée en 5, donc du coup, on a choisi des cinquièmes pour pouvoir compter les abscisses. On passe donc à l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on avait trois nombres, L, M et N. Il fallait écrire les nombres suivants sous forme d'une fraction irréductible, donc il fallait faire les calculs. On le dit bien en détaillant les étapes des calculs. Il fallait faire les calculs et obtenir au résultat final une fraction irréductible. Et ensuite, il fallait indiquer sans justifier à quel plus petit ensemble ils appartiennent parmi N, Z, D, Q et R. Donc il faut évidemment connaître son cours. Il faut savoir que N est inclus dans Z, qui est inclus dans D, qui est inclus dans Q, qui est inclus dans R. Et on se permet en seconde de parler de plus petits ensembles lorsqu'il faut choisir parmi ces 5-là et pour dire à quel plus petit les nombres L, M et N appartiennent. Donc on va détailler les calculs. Le plus important c'était justement ça, de vérifier que vous étiez capable de calculer sans votre calculatrice avec des fractions. Donc déjà on réécrit l'énoncé, toujours. 12 fois 2 tiers divisé par 5 sur 6. Moins, 5 sur 6. Alors ici on a deux fractions qu'on cherche à soustraire. Vous connaissez la propriété qui dit que pour soustraire deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Ici vous avez 3 et 6 comme dénominateur, il faut trouver un dénominateur commun. Le plus simple, ça va être de prendre 6. Je veux 6 comme dénominateur commun. Donc 3 pour arriver à 6, il suffit de multiplier par 2. Et si je multiplie par 2 ici, il suffit de multiplier par 2 ici. La deuxième fraction a déjà un dénominateur égal à 6, il n'y a pas besoin d'y toucher. Je fais le calcul. Alors, la fraction va être sur 6. Ici, j'ai 2 fois 2 qui fait 4, moins 5. Vous savez que quand deux fractions ont le même dénominateur, on peut donc rassembler les numérateurs pour la soustraire ou les additionner. Je ne mets plus les parenthèses puisque j'ai mis un grand trait de fraction, donc les parenthèses sont sous-entendues. Donc ça fait 12 fois moins 1 cinquième, moins 1 sixième, 4 moins 5 qui fait moins 1 sur 6, et maintenant j'ai un nombre entier multiplié par une fraction, et là vous savez qu'il suffit de multiplier ce nombre entier par le numérateur, et uniquement par le numérateur, et on divise par 6. Ce qui donne moins 12 sur 6, et moins 12 sur 6, on nous demande de faire une fraction simplifiée. Bon ben, moins 12 divisé par 6, c'est égal à moins 2. Voilà, au niveau du calcul, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à savoir à quel plus petit ensemble ce nombre, moins 2, appartient. Alors déjà, c'est un entier. Si c'est un entier, il appartient à n ou à z. Mais c'est un entier qui est négatif. Donc il n'appartient pas à n, il appartient à z. Là, il n'y a pas 36 façons de faire.
Il faut apprendre son cours par cœur, il faut que vous connaissiez votre cours pour être capable de répondre à cette question. Si vous ne connaissez pas votre cours, c'est impossible de répondre à la question. Voilà, donc là, il n'y a pas d'explication plus détaillée que ça, hein. C'est juste, moins 2, c'est un entier négatif, donc il appartient à Z. Voilà. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Donc apprenez votre cours, et vous serez capable ensuite de le faire vous-même. Le M, qui est ici, on constate cette fois-ci que pour calculer ce nombre M, il n'y a pas de parenthèse. Et donc quand il n'y a pas de parenthèse, vous savez que vous devez commencer par la multiplication, qui est prioritaire sur l'addition. Alors, du coup, le moins 11 cinquième, on n'y touche pas. Et c'est parti. Donc ici, vous avez un produit de deux fractions. Vous savez que pour multiplier deux fractions entre elles, il suffit de multiplier les numérateurs et de multiplier les dénominateurs. Il est inutile de les mettre au même dénominateur. On pourrait les mettre au même dénominateur, mais ça sert strictement à rien. On fait 9 fois 4, 2 fois 5. On fait le calcul. Donc le moins 11 cinquième, pour l'instant, je n'y ai pas touché. 9 fois 4, ça fait 36. Et 2 fois 5, ça fait 10. Maintenant, on a deux possibilités. Soit on réduit ces deux fractions au même dénominateur, soit on constate ici que 36 sur 10 peut être simplifié, et on pourrait donc simplifier la fraction avant de faire le calcul. Les deux fonctionnent. Je vais faire la première méthode, pas parce qu'elle est plus simple ou plus rapide, simplement parce que ici c'est vraiment particulier de réussir à trouver une fraction qui se simplifie. C'est pas toujours le cas. Donc je fais le cas qui arrive le plus souvent, c'est-à-dire le cas où on a besoin de mettre les deux fractions au même dénominateur. Donc ici ce que je dis, c'est que je dois avoir comme un dénominateur commun à 5 et 10. Le plus simple, c'est de prendre 10 comme dénominateur commun. Alors là, je ne détaille pas le calcul comme tout à l'heure. 5 pour arriver à 10, faut multiplier par 2. Donc moins 11 multiplié par 2, ça fait moins 22 sur 10. Et le 36 sur 10, on n'y touche pas, puisque la fraction est déjà sur 10. Ici, j'additionne les deux numérateurs, moins 22 plus 36, ça me donne, que je dise pas de bêtises, 14 sur 10. Attention, il faut écrire sous forme de fraction simplifiée. 14, c'est 7 fois 2. 10, c'est 5 fois 2. Donc au final, le nombre M est égal à 7 sur 5. On a fini le calcul, on n'a pas fini la consigne, puisqu'il faut dire à quel plus petit ensemble de nombres appartient M. Ici, on voit que c'est une fraction. Donc M appartient forcément à l'ensemble des nombres rationnels. M appartient à Q, puisque il peut s'écrire sous une fraction. Mais il y a peut-être mieux que ça. Peut-être que M appartient à D, peut-être que M appartient à Z, peut-être que M appartient même à N. On sait que M appartient à R. Tous les nombres rencontrés en seconde sont des réels. Donc ça c'est vrai. Il y a mieux que ça. C'est M appartient à Q. Donc la question c'est est-ce qu'il y a mieux que ça? Alors si on fait 7 divisé par 5 à la calculatrice, on trouve 1,4. Donc j'écris ici, ça c'est égal à 1,4. On aurait pu s'en douter, hein, 14 divisé par 10, ça fait 1,4. Je l'écris en vert, parce que vous n'étiez pas obligé de justifier, je vous rappelle. Donc cette justification n'est pas utile. 1,4, clairement, ce n'est pas un entier naturel, ce n'est pas un entier relatif. Donc il reste juste à savoir est-ce que M est un nombre décimal, et la réponse est oui. Et justement, c'est la ligne qui est ici qui nous permet de nous le dire. M s'écrit sous la forme d'un entier divisé par une puissance de 10. Par définition, c'est un nombre décimal. Voilà. Le calcul qu'on a fait ici nous permettait juste d'éliminer N et Z. On passe enfin au dernier calcul. Donc là on constate qu'il y a deux opérations entre parenthèses, 3 demi moins 15 septièmes et 2 fois 8 septièmes, et que ces deux opérations sont séparées par une division. J'ai donc le droit d'effectuer, donc déjà il faut effectuer les parenthèses en premier, mais je peux les effectuer simultanément. Ici, j'ai une soustraction de deux fractions. Je dois donc les mettre au même dénominateur. Il faut trouver un dénominateur commun à 2,
et à 5. Un dénominateur commun à 2 et à 5, on essaie de prendre le plus petit possible. Le plus petit possible, c'est 10. Donc ici, j'ai 2 fois 5. Ici, j'ai 5 fois 2. Comme j'ai multiplié par 5 ici, je multiplie par 5 là. Et là, je multiplie par 2. Donc en gros, le 3 demi, je multiplie par 5 sur 5. Et le 4 cinquième, je le multiplie par 2 sur 2. Contrairement à tout à l'heure, hein, on a le droit, hein, évidemment, de modifier les deux fractions. Tout à l'heure, on avait modifié qu'une seule fraction parce que ça suffisait. Là, on a modifié les deux fractions parce que c'était nécessaire. Et on doit diviser ça par ce nombre-là. J'ai un entier multiplié par une fraction, on sait qu'il suffit de faire 2 fois 8 divisé par 7. Alors, on essaie de faire le calcul de tête. Ici, j'ai donc 10 au dénominateur. Ici, j'ai 3 fois 5 qui fait 15. 4 fois 2 qui fait 8. 15 moins 8, je trouve 7. Et je divise par 16 sur 7. Parce que 2 fois 8, 16. Bien, je me retrouve maintenant simplement avec deux fractions à diviser. Et il y a une propriété que vous devez connaître par cœur. Encore une fois, c'est du cours à connaître par cœur. C'est que diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc, au lieu de diviser par 16 sur 7, je peux multiplier par 7 sur 16. Et j'obtiens alors 49 sur 160. On remarque ici que 7 est un nombre premier, 10 n'est pas divisible par 7, 16 n'est pas divisible par 7, donc cette fraction-là est irréductible. Donc la fraction qu'on obtient ici, c'est une fraction irréductible. Alors, comme tout à l'heure, du coup, on sait que bon, n appartient forcément à R, tous les nombres rencontrés en seconde sont des réels. Mais n appartient aussi à Q, puisque il s'écrit sous forme d'une fraction. Alors, toujours pareil, est-ce que n appartient à D? Est-ce que n appartient à Z? Et est-ce que n appartient à grand N? Bon, bah, il suffit de faire le calcul, 49 divisé par 160. On trouve 0,30 625. C'est une valeur exacte, hein, 0,30 625. Bon, bah, ça répond à la question, ce n'est pas un entier. Est-ce que c'est un nombre décimal? Après la définition de collège, ça a l'air. Il y a 5 chiffres après la virgule. Ça a l'air d'être pas mal pour être un nombre décimal. Alors on le vérifie en utilisant la définition du lycée. Ça veut dire que il faudrait que cette fraction-là soit égale à 30 625 divisé par 10 puissance 5. Un entier divisé par une puissance de 10. On vérifie. 30 625 divisé par 10 puissance 5. La calculatrice nous donne le même résultat, 49 sur 160. C'est-à-dire que cette fraction-là est bien égale à la fraction 49 sur 160. Il est donc possible d'écrire cette fraction sous la forme d'un entier divisé par une puissance de 10. Donc ce nombre-là est bien un nombre décimal. Donc le nombre grand N ici appartient à D. Je vous rappelle que dans l'exercice, il n'était pas nécessaire de justifier, donc vous avez le droit directement d'écrire le résultat simplifié et la réponse ici sans détailler les étapes là. Évidemment, même s'il ne fallait pas justifier, vous étiez obligé de faire les calculs à la calculatrice pour vous-même savoir si c'était la bonne réponse. On est arrivé à la fin de l'exercice 3, on est arrivé à la fin du contrôle. J'espère que la correction est claire. Si elle ne l'est pas, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions concernant certains points particuliers. N'hésitez pas à venir en classe pour demander plus de détails. Et surtout, prenez le temps sur votre copie de noter la correction. Hein. Donc reprenez les parties de la vidéo qui vous intéressent et notez bien la correction pour pouvoir réviser le prochain contrôle avec la correction dans votre copie. Ça vous évitera de regarder la vidéo à nouveau. Voilà, merci d'avoir regardé jusque-là et à très bientôt. Au revoir.